Bienvenue dans le podcast du cabinet Seven Law, en France. Un espace de rencontre entre le droit, l'entreprise et la réalité économique. Le thème de cet épisode 5 est le suivant. Zone 3. Le compte à rebours est lancé. Contribuables de Paris, d'Île-de-France et des départements 55 à 976, ce qui peut encore influencer votre déclaration de revenus et votre impôt. Avant de commencer, quelques mots sur Seven Law. Seven Law est un cabinet d'avocats français à vocation nationale et internationale, intervenant en droit fiscal, en droit des affaires et en droit des étrangers. Le cabinet est également certifié Calliope, attestant de la qualité de ses activités de formation juridique. Dans ce podcast, à partir de notre pratique quotidienne du conseil juridique en France, nous partageons des analyses juridiques et fiscales inspirées de situations concrètes rencontrées par les entreprises, les investisseurs, les familles, les particuliers et les personnes ayant des activités ou des intérêts à l'international. À quelques jours de cette échéance, faisons le point sur les principales évolutions fiscales de l'année, sur les erreurs les plus fréquemment rencontrées et sur les vérifications qui peuvent encore être effectuées avant de cliquer sur « Valider ». Car une déclaration fiscale ne consiste pas seulement à déclarer ses revenus. Elle détermine également votre futur taux de prélèvement à la source, votre revenu fiscal de référence et parfois même l'accès à certains avantages fiscaux ou sociaux. Quelles sont les principales évolutions à connaître cette année ? Dans cet épisode, nous reviendrons sur les principales nouveautés fiscales de l'année, les points de vigilance pour les propriétaires, les dirigeants et les contribuables concernés, ainsi que les dernières vérifications utiles avant de finaliser sa déclaration. Première évolution importante cette année, le taux individualisé devient la règle. Jusqu'à présent, le taux commun du foyer fiscal s'appliquait automatiquement aux couples mariés ou pacsés. Le taux individualisé existait déjà, mais il fallait le demander. À compter du 1er septembre 2025, en application de l'article 204M du Code général des impôts modifié par l'article 19 de la loi de finances pour 2024, la logique s'inverse, le taux individualisé devient la règle et le taux commun devient une option. Prenons un exemple simple. Jusqu'à présent, un couple pouvait se voir appliquer un taux commun de 12%. Si monsieur percevait l'essentiel des revenus du foyer et madame des revenus plus modestes, chacun supportait néanmoins ce même taux de 12%. À compter du 1er septembre 2025, l'administration pourra appliquer par défaut un taux individualisé. Dans notre exemple, monsieur pourrait se voir appliquer un taux de 15% tandis que madame bénéficierait d'un taux de 3%. L'impôt total du couple reste identique. En revanche, le conjoint aux revenus les plus modestes disposera d'un salaire net plus élevé chaque mois, tandis que le conjoint aux revenus les plus importants supportera un prélèvement plus élevé. Il s'agit donc d'une réforme de répartition du prélèvement et non d'une réforme du montant de l'impôt. Il ne nous appartient pas d'apprécier cette réforme dans son principe. Notre rôle est d'en mesurer les conséquences pratiques. La conséquence la plus immédiate est que certains contribuables constateront, dès septembre 2025, une modification de leur salaire net mensuel sans que le montant global de l'impôt du foyer ne soit pour autant modifié. On peut néanmoins considérer que cette évolution contribue à une meilleure compréhension de l'effort fiscal réellement supporté par chacun des conjoints. Deuxième sujet de vigilance pour de nombreux contribuables, les nouvelles règles applicables aux locations meublées non professionnelles et aux locations touristiques. La loi numéro 2024-1039 du 19 novembre 2024, dite « Loi Le Meur », a modifié certaines règles applicables aux locations meublées touristiques. Cette réforme concerne directement de nombreux propriétaires. Les revenus issus de la location meublée relèvent notamment des articles 34, 35 et 50 à 0 du Code général des impôts. Qu'est-ce qui change concrètement ? Prenons un exemple volontairement simplifié. Madame Dupont possède un studio meublé à Paris qu'elle loue ponctuellement à des touristes. Si son logement constitue un meublé de tourisme non classé, les nouvelles règles peuvent lui être moins favorables que celles applicables auparavant. Le législateur a souhaité réduire certains avantages fiscaux dont bénéficiaient certaines locations touristiques de courte durée. La conséquence pratique est simple, pour un même niveau de recettes, une part plus importante des revenus peut désormais entrer dans le calcul du revenu imposable. Madame Dupont ne perçoit pas davantage de loyer, mais elle peut néanmoins constater une augmentation de son revenu imposable et, selon sa situation personnelle, une hausse de son impôt.
Dans la plupart des situations, ce n'est pas le taux qui change mais l'assiette imposable. Autrement dit, davantage de revenus deviennent imposables. Si Madame Dupont est déjà imposée dans une tranche marginale de 30%, chaque euro supplémentaire intégré dans son revenu imposable pourra être taxé à ce taux, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux. Pour certains contribuables, l'impact restera limité. Pour d'autres, notamment lorsque les revenus locatifs sont importants, cette augmentation de l'assiette imposable pourra avoir des conséquences plus significatives sur le montant final de l'impôt ou sur le revenu fiscal de référence prévu à l'article 1417-4 du Code général des impôts. Les propriétaires de meublés touristiques doivent donc vérifier si leur régime fiscal reste le plus adapté à leur situation. Troisième évolution à connaître, la création d'une contribution différentielle visant certains contribuables disposant de revenus élevés. L'année dernière, cette contribution n'existait pas. La loi de finances pour 2025 a créé un mécanisme destiné à garantir un niveau minimal d'imposition pour certains contribuables disposant de revenus élevés. Cette mesure concerne principalement les contribuables dont les revenus dépassent certains seuils élevés, notamment 250 000 € pour une personne seule et 500 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Même lorsqu'un contribuable bénéficie de dispositifs fiscaux parfaitement légaux, un impôt complémentaire pourra désormais être exigé dans certaines situations. Prenons, à titre d'illustration, le cas d'un dirigeant célibataire qui perçoit 300 000 € de revenus annuels. Grâce à différents mécanismes parfaitement légaux, dividendes, revenus du capital, réduction d'impôts ou dispositifs patrimoniaux, son niveau d'imposition effective pouvait parfois être significativement réduit. La contribution différentielle vise précisément ce type de situation. L'objectif affiché par le législateur est qu'un contribuable disposant de revenus élevés contribue à hauteur d'un niveau minimal d'imposition. Cette mesure ne concerne pas la majorité des contribuables mais elle mérite une attention particulière pour les chefs d'entreprise, investisseurs et dirigeants concernés. Quatrième point que nous souhaitions évoquer aujourd'hui, les dons aux organismes venant en aide aux personnes en difficulté et les réductions d'impôts qui y sont attachées. Il ne s'agit pas cette année d'une réforme majeure du mécanisme de réduction d'impôts, mais une évolution mérite néanmoins d'être signalée. L'article 2 sens du Code général des impôts prévoit une réduction d'impôts pouvant atteindre 75% pour certains dons réalisés au profit d'organismes venant en aide aux personnes en difficulté. Le plafond majoré de 1 000 € ouvrant droit à cette réduction renforcée de 75%, qui avait été instauré à titre temporaire les années précédentes, a été pérennisé par la loi de finances pour 2025. Chaque année, de nombreux contribuables effectuent des dons mais oublient de les reporter dans leur déclaration. Le résultat est simple, ils paient davantage d'impôts qu'ils ne devraient. Avant validation, vérifiez soigneusement les justificatifs de dons réalisés au cours de l'année. Cinquième sujet particulièrement important dans un contexte international, les obligations déclaratives relatives aux comptes détenus à l'étranger et le régime fiscal applicable à certains Français revenant s'installer en France. L'obligation de déclarer les comptes détenus à l'étranger est prévue à l'article 1649A du Code général des impôts. Cette obligation concerne également certains contribuables résidant en France mais disposant de comptes bancaires, comptes d'investissement ou comptes de paiement ouverts à l'étranger. Aujourd'hui, les échanges automatiques d'informations entre administrations fiscales se sont considérablement renforcés. Les vérifications opérées par l'administration fiscale sont donc de plus en plus efficaces. Les sanctions applicables en cas d'omission sont prévues notamment à l'article 1736-4 du Code général des impôts. Les Français ayant travaillé plusieurs années à l'étranger et revenant exercer leur activité en France doivent également vérifier s'ils peuvent bénéficier du régime fiscal des impatriés prévu à l'article 155B du Code général des impôts. Ce dispositif permet, sous certaines conditions, de bénéficier d'avantages fiscaux temporaires destinés à favoriser le retour en France des talents, des cadres internationaux et des salariés hautement qualifiés. Enfin, avant de conclure, intéressons-nous à un indicateur souvent négligé mais pourtant essentiel, le revenu fiscal de référence. Au-delà de ces réformes, il existe un chiffre que de nombreux contribuables négligent, le revenu fiscal de référence. Prévu par l'article 1417-4 du Code général des impôts, il sert pourtant à déterminer l'accès à de nombreux dispositifs fiscaux et sociaux. Un changement dans vos revenus locatifs, financiers ou professionnels peut modifier ce revenu fiscal de référence et avoir des conséquences sur certaines exonérations,
aides ou avantages fiscaux. Une erreur? Il est encore possible d'agir. Si vous constatez un oubli après le dépôt de votre déclaration, il ne faut pas céder à la panique. Une correction est souvent possible. Une régularisation spontanée demeure toujours préférable à une découverte lors d'un contrôle. Les intérêts de retard sont prévus à l'article 1727 du Code général des impôts. Les majorations peuvent être appliquées sur le fondement des articles 1728 et 1729 du même Code. Conclusion. Prenez quelques minutes pour vérifier vos revenus professionnels, vos revenus fonciers, vos locations meublées, vos revenus financiers, vos dons ouvrant droit à réduction d'impôt, vos comptes détenus à l'étranger, votre situation familiale et les conséquences de votre déclaration sur votre futur prélèvement à la source. Chez Seven Law, nous constatons chaque année qu'une déclaration soigneusement préparée permet non seulement d'éviter des difficultés futures, mais également de sécuriser durablement votre situation fiscale et patrimoniale. Je vous remercie de votre écoute. Nous espérons que ces analyses vous auront été utiles. Vous pouvez retrouver le podcast Accès aux droits sur les plateformes audio, sur YouTube ou sur notre site www.sevenlaw.com. Ce podcast a une vocation informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé et ne remplace pas une consultation individuelle. Tous droits de propriété intellectuelle sont réservés. À très bientôt pour un nouveau podcast Seven Law.